Vibes. Radio 2M. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, مرحبا بكم في سيمانه جديده ديال فايبز بحلقه جديده عاوتاني malheureusement avec Hicham comme d'habitude. Du coup on est là. مع البديه. On est là, on est présent. On est présent. سيمانه جديده سمحوا لينا بزاف حيت خرجنا لكم على لا لين اديتوريال دو ليميسيون ولكن راه الغالب الله فهمتي القلوب عندنا بعضها. اساس قاعدين تقول فايبز غادي على الراب غادي على الراب وراه ماشي ديال الراب. لا غنسمعوا الراب اليوم غنسمعوا الراب ديال امازيغ كطيب جوستومون. شكرا. مرحبا بسي امازيغ. معنا استاذ امازيغ. قرب شويه عافاك. تقدر الا بغيتي تقرب الميكرو. راك مولف بالميكرو زعما. موالف بالميكرو بصح انا عن بالي يجبد. لا ما يجبدش بزاف. خلاص معليش ما عندوش بزاف لي فيتامين. مرحبا بك سيدي. صحيتو. مرحبا بيانفونو. كنت صافي بليزير كما على ديوم ايما غنخرجوا شويه من لي انفيتي habituels ولكن انت عندك كولتور هيب هوب كنعرفك. Bah oui. شويه. Donc on va développer ça. غنعرفوا aussi شويه نكتشفوا لا كارير ديالك وديال قناوه ديفوزيون بيان سور. نشوفوا لي انفلونس باش كبرتي شنو كنتي كتسمع. لا بغيتي زعما قبل علينا. ما كان حتى بروبليم. انا في الخدمه كما يقولوا. Écoute, déjà on va commencer avec un petit morceau de Gnawa Diffusion avec une petite consonance hip-hop complice. Tu vois, Ada justement, c'est pas un morceau que le Mgharbali qui est en général. C'est rare. On sait très bien qu'il y a les usual suspects, Douga, Il y a Laimi. Donc les gros tubes d'Yalcom. Les gros sons, ouais. Et complice, en fait, ça a une petite norma hip-hop, justement. Et c'est Amazir qui justement a suggéré qu'on le passe. Donc on va commencer par ça. Et après, on va revenir et on va rentrer dans le vif de la discussion. On est de retour sur Radio 2M, toujours le plateau de Vibes, avec Omaima comme d'habitude, et avec notre invité, Amazir Kateb de Gnawa Diffusion. On vient d'écouter Complice, justement, un morceau comme je t'ai dit, qu'on n'écoutait pas beaucoup, parce que justement, vous ne le jouez pas beaucoup. Rarement. Oui, c'est vrai que il est sorti en 2012 le morceau, mais au début on le jouait, et puis après on s'est remis à jouer d'autres morceaux, parce que tu peux pas faire la même playlist. La demande populaire en plus. Aussi, c'est clair. Bah écoute, on va commencer par le début. Je te laisse faire, Omaima, tu veux. Le début de genre la naissance de monsieur Amazir Katib, l'artiste, l'humain. Ouais. Genre pour savoir un peu les influences depuis le premier jour d'Aba. Là, on est dans une émission hip-hop, apparemment. Ouais. Apparemment, tu as des influences rap hip-hop que les gens ils savent pas. Ouais. Oui. Voilà. Si on peut mais on peut généraliser quand même, c'est bien en général. Déjà fin zediti akhoya. منين جيتي عافاك. أنا جيت مسطح الوالي. C'est à côté d'Alger, c'est à 20 km d'Alger au bord de la mer, Méditerranée bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire? Il paraît qu'il y a eu une bagarre le soir où je suis né, parce que je suis né vers 2h du matin, il y avait une bagarre en même temps. Ouais, sous la fenêtre, c'était chaud un peu. D'accord. Je sais pas si ça a joué pour la sur suite. Le tempérament, peut-être. Je suis pas spécialement bagarreur, mais bon, peut-être que ça a joué un petit peu. Et tu as grandi là-bas, justement? Après, j'ai grandi un peu à Staweli. Après, on s'est installé dans un quartier qui s'appelle Ben Aknoun, à Alger. Et j'ai bougé à Sidi Bel Abbas, à l'ouest, à l'âge de 6 ans. D'accord. Avec mon père qui a été, à cette époque-là, nommé directeur du théâtre de Sidi Bel Abbas, qui est un théâtre régional. Et donc, je me suis retrouvé très proche, finalement, de la culture marocaine, entre autres, puisque Bel Abbas, c'est sur la route de Tlemcen, ça en borne. Ouais. Donc déjà, c'est le pays du rail, c'est le pays de Raina Rai, les frères Zarghi. Donc ça, j'ai quand même pas mal baigné là-dedans, même de loin finalement, parce que moi, mon père, il n'écoutait pas ça. D'accord. Et de près, j'ai plus baigné dans la musique qui était jouée dans le cadre de son théâtre, puisqu'il avait dans sa troupe un collectif de musiciens. Donc ils étaient genre 5-6 musiciens sur 30. Donc il y avait des acteurs, et puis des musiciens acteurs. Okay. Et ça jouait du mandol, du bendir, de la percussion. Il y avait Zorna aussi. Il y avait pas mal de couleurs. Donc j'ai plus grandi avec ça en connaissant vraiment, parce que j'assistais aux répètes, j'étais petit. Donc je connais tout ça par cœur. D'accord. Mais la musique à Bel Abbas, elle m'a marqué aussi beaucoup. Peut-être pas dès l'âge de 6 ans, mais petit à petit, oui. Et je me rappelle à une époque,
Rainara, ils n'avaient pas où répéter. Ouais. Et ils étaient venus voir mon père pour lui demander s'ils pouvaient répéter sur le plateau direct, parce que je crois qu'ils avaient besoin de caler des lumières ou de caler le spectacle. Okay. Et c'est la première fois que je les ai vus sur scène. D'accord. Et je me rappelle, je l'ai rendu fou parce que je voulais jouer du clavier. Et en fait, il m'avait inscrit au conservatoire, ça avait duré 3 mois, j'en avais marre, j'étais parti. Et le conservatoire était collé au théâtre. Donc pour lui, c'était une manière aussi de me caser quelque part, sans que je bouge. Ouais. Parce que moi, je passais ma vie dans les backstage. Là, j'arrêtais pas d'aller dans la machinerie, quoi. Ouais, j'aimais bien, moi, là où c'était sombre, il y avait les rideaux derrière, quoi. Tu sais, tout découvrir, très curieux quand de t'es tout. Petit, ouais. Et voilà, donc Rainara, ça a été un vrai... c'est un truc qui m'a donné envie de faire de la musique, vraiment. D'accord. Voilà, même si je chantais, j'ai toujours chanté. Hein, et donc c'était, disons... plus ou moins ta première exposition entre guillemets à la musique moderne. Oui. Tu étais plus sur le traditionnel. Voilà, j'étais plus sur un truc populaire. Et c'est Rainara d'un coup qui arrivait. Et en plus, je les connaissais pas du tout. Je connaissais pas Yazena Delilata et tout ça. Après, tous ces morceaux, je les ai appris par cœur et je les chantais. Je les chantais dans la voiture parce qu'on n'avait pas d'autoradio. Donc, donc c'est vrai, c'était moi l'autoradio. Pas deuxième, mais autoradio. Pas mal. Et donc j'avais un répertoire qui était un peu mix parce que en fait à la maison qu'ils écoutaient du jazz et du jazz chanté, donc du Louis Armstrong, des choses comme ça. D'accord. Donc ça aussi je connaissais par cœur. Les Beatles aussi. Donc j'avais un répertoire un peu hétéroclite que je déversais pendant les trajets. Non mais c'est bon à savoir ça. Donc déjà à l'époque, les paroles. Ah, j'ai toujours aimé l'hfada. C'était vers quel âge? 10 ans, quelque chose comme ça? Ouais, c'est entre 6 et 10 ans, mais j'ai été autoradio pendant longtemps parce que nous on n'a pas eu d'autoradio tout de suite. J'ai fait autoradio pendant au moins 8 ans, quoi. D'accord. J'ai encore quelques antennes qui traînent, mais je les ai pas ramenées. La prochaine fois. Et justement, donc, ça, dans ton souvenir, mis à part Rainara, c'est quoi le premier coup de cœur, ton coup de cœur musical, autant que tu puisses te souvenir? C'est du jazz, je pense. Quand j'étais tout petit, c'est mes oncles ils m'ont drogué de jazz. Eux, ils étaient avides de jazz, ils écoutaient beaucoup Duke Ellington, Count Basie, tous les vieilles références de jazz. Et donc j'en ai bouffé sans le vouloir. Et puis j'aime beaucoup ça, même maintenant j'écoute ça. J'écoute très souvent du jazz, du Clifford Brown. Du jazz chanté. Du jazz chanté, du jazz aussi instrumental. Après moi j'aime pas trop le comme ça. Même s'il y a quand même 2-3 trucs que je trouve super bien dans ce style-là. Mais moi j'aime bien le jazz mélodique plutôt. Et le jazz aussi où il y a des vraies expressions rythmiques. En fait j'aime le côté vivant du jazz. C'est pas forcément... une couleur particulière ou quoi, mais voilà, j'aime le côté libre du jazz. J'aime beaucoup comment ça sort, ça revient. C'est très coloré, quoi. Ouais, c'est coloré, puis c'est libre. C'est au feeling aussi, très au feeling, c'est clair. Après, tu as des gros rendez-vous quand même dans le jazz, hein, c'est-à-dire dans la musique. Ça a l'air comme ça très très libre, mais tu as des rendez-vous, si tu les rates, c'est pas du jazz. Bien sûr. Non mais c'est vrai, tu l'éclates le jazz. C'est clair. C'est vrai. Il y a le free jazz. Oui, ça existe. Ouais, oui. Mais que j'aime pas particulièrement. Après, il y a de tout. Hein. Tu vois, par exemple, comment il s'appelle, Steve Coleman, qui fait un truc incroyable, même rythmiquement, en fait, tu comprends rien. Tu vois, c'est très, très pointu. Et ben, tu as quand même des gros rendez-vous. Des fois, tu as l'impression que c'est free, complètement free, machin, mais quand ça revient ensemble. C'est ça, c'est magique. C'est ça le truc. C'est que tu perçois pas, toi, les signes qu'il y a entre eux pour revenir, justement. C'est les appels, C'est ça qui est incroyable. Et sinon, donc, de Sidi Bel Abbas, ensuite, comment tu es arrivé aux grandes métropoles? Et ben, en fait, j'ai passé à peu près 5 ans. Sidi Bel Abbas, je suis rentré vers l'âge de 12 ans à Alger, 11-12 ans. J'ai fait mon collège et le début du lycée. Et là, j'ai commencé à découvrir la musique du sud de l'Algérie parce que j'ai eu l'occasion d'y aller aussi. Donc là, j'ai découvert le monde de la Sahraoua. J'ai découvert aussi qu'on était africain réellement. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu dans le nord de l'Algérie. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs africaines, ni dans la musique réellement, à part Gnawa. Mais à l'époque, je ne connaissais pas. J'étais très, très profane de ça. Et en fait, le vrai choc, il a été, je pense, à la fois musical, poétique et identitaire quand je suis allé Sahara, quand je suis allé à Timimoun la première fois. Là, vraiment, en plus, il y a la sortie de la ville s'appelle Bab Soudan. Si tu te sens pas africain là, c'est clair. Tu peux te sentir africain. Clair. Mais justement, à l'époque, il n'y avait pas comment dire, la reconnaissance ou le retour à l'Afrique qu'il y a actuellement là-bas. C'est devenu très trendy.
Oui. Aussi, même, il y a beaucoup de recherches qui montrent et qui démontrent ça. On peut en débattre pendant des heures, je pense, avec toi, mais que beaucoup de musiques prennent leur source en Afrique. Ah oui, ça c'est évident. C'est évident. Ouais. Non, mais je te dis, à l'époque, toi, tu l'as fait, c'était pas le cas, quoi. Là, c'est devenu plus trendy, c'est plus stylé quand même. Un peu précurseur, un peu visionnaire, je sais pas, comme tu as dit, c'était un choc. C'est un vrai. En tout cas, moi, ça m'a ramené finalement. Bizarrement, tu vois, regarde, quand j'étais petit, j'étais pas très sensible à la musique arabo-andalouse, au chabi algérois, à ces musiques-là qui sont des musiques à texte, qui sont des morceaux très longs. Oui. Avec un truc qui se développe. Bon, quand tu es jeune, forcément aussi, c'est pas vraiment. Oui, c'est pas ce qui va te parler, bien sûr. Et finalement, en fait, c'est par la musique du Sud que je me suis mis à aimer ces musiques-là. En fait, c'est ça qui m'a fait aimer à la fois mon identité dans sa globalité, avec sa composante africaine, qui était vraiment. C'était elle, la véritable raison du choc. Mais ça m'a ramené à moi-même. Je me suis rendu compte que c'était une véritable porte, pas conventionnelle, vers notre culture. Parce que nous, en fait, quand on regarde la carte, on la regarde du nord vers le sud, on ne regarde jamais ce qu'il y a en bas. On regarde toujours la Méditerranée, l'Europe au-dessus. On se regarde des fois sur les côtés. Tiens, il y a le Maroc, tiens, il y a la Tunisie, tu vois ce que je veux dire? Figure-toi, on a dit ça la semaine dernière. Je pense que tu connais Ahmed Sultan. Ouais, tu as entendu parler de lui, sûrement. Lui, à l'époque, quand moi, je commençais ma carrière avec de la Lady El Ashkay, Nova et tout ça, que tu connais aussi, le boulevard. Lui, c'était le seul qui nous disait à chaque fois, moi, c'est le Sénégal, Côte d'Ivoire, alors que nous, on était tous Londres, Paris, New York, tu vois. Mais c'était le seul. On est polarisés, de toute façon. Même la boussole, elle marque le nord. Exactement, même la boussole. Écoute, on fait une première une autre pause musicale. Hier, toi et moi, on parlait d'un artiste que tu aimes beaucoup, qui est actuel, qui est Mhayef, justement, la scène parisienne, qui a joué ici l'année dernière au boulevard. D'après toi, on parle de qui? De Tif. Voilà. C'est une Algérienne aussi. Un spécial dédicace à Tif, d'ailleurs. Je crois qu'il est en tournée. Là. Il m'a envoyé ses dates, il y en a tellement. Ils ont fait une petite date, un petit concert solidarité palestinien qui était excellent. Bien. Où ça? À Paris. Ah, à Paris. On écoute Tif tout de suite et on revient tout de suite après. Ça marche. De retour sur le plateau Dial Vibes, toujours en direct avec notre invité Amazir Katib. On est toujours là. Toujours là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous voir. On est en direct sur Facebook. Ouais. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook, Radio 2M. Donc on vient d'écouter Tif, Shadowboxing. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce son. Depuis le boulevard. Exactement, depuis le boulevard. Honnêtement, depuis le boulevard, j'ai pas écouté Shadowboxing, mais je suis plus fan de Inata. D'accord, ok. Le morceau Inata, il est... écoute, Sofiane, encore une fois, on fait ce qu'on peut. On va revenir à notre invité. Oui. Donc, on en était où déjà? On arrivait à quel âge là, à peu près? On avait dit que c'était l'âge de 12-16 ans. Tu as dit Bada, Petra à Alger, c'est ça? Oui, j'étais au lycée là. J'ai fait le collège, après le lycée. Après, moi, je suis parti d'Alger en 88. D'accord. Et tu es arrivé à? Je suis arrivé à Valence et puis j'ai vécu dans une petite ville à côté de Valence qui s'appelle Die. D'accord. Où ils font de la clairette de Die. Je ne sais pas si tu connais, c'est comme un vin mousseux, une spécialité de là-bas. Je ne connais pas. Que j'ai découvert très vite d'ailleurs en arrivant. Je me suis pris 2-3 tabacs. Et en fait, j'ai eu la chance quand même d'arriver dans cet endroit-là parce que c'était une ville très paisible. Je ne suis pas arrivé dans une cité, par exemple. Je ne suis pas arrivé dans l'urbanité. Au contraire, je suis passé... T'as pas eu de choc culturel? Non, pas vraiment, parce que j'étais déjà francophone, parce que les gens étaient plutôt paisibles. En plus, c'était une ville, la municipalité était communiste. Il y avait plein de babacools de 68 qui étaient dans les fermes aux alentours. Puis du soleil, vu que c'est vers Valence aussi. Il fait très beau. On dirait la Kabylie là-bas. C'est une bonne chaleur en été. Il fait bien chaud, ça monte à 40. Et puis, c'était intéressant aussi de découvrir la France par ce biais-là, par une France plus ou moins profonde, même si c'est pas le fin fond de la Creuse. Oui. Mais j'ai quand même, par exemple, ma première copine là-bas, c'était une fille de paysan. D'accord. Qui n'aimait pas les Arabes. D'accord. Donc, tu l'as aidé à combattre les préjugés. Oui. Alors j'ai essayé d'expliquer que nous, on n'était pas arabes, mais qu'on était berbères, qu'on était arabisés, nanana. Et du coup, elle a dit ça à son père, en fait. Parce qu'il lui a dit, comment tu traînes avec un arabe? Il lui a dit, mais c'est pas un arabe, c'est un berbère. Je lui ai réintroduit un petit peu de fitna là. Tu comprends les nuances. Voilà. Mais bon... C'était plutôt sympathique, il n'y a pas eu vraiment de grosses confrontations. Okay. Et puis il y a eu en fait la découverte
En fait, mon adolescence à moi, elle a été coupée en deux. En gros, quand j'ai quitté Alger, j'ai un peu laissé tout le monde. J'avais pas trop assuré au lycée, donc mon père m'a dit tu vas me suivre, parce qu'il était parti, il m'avait laissé, moi j'avais rien foutu à l'école. Et donc quand il est rentré, il était un peu en colère et il m'a dit t'as une semaine pour dire au revoir à tout le monde et tu vas me suivre. On a remarqué Mziane une semaine. Oui, il était gentil. Bon, c'était le temps de faire les papiers aussi. Voilà. Donc voilà, je me suis retrouvé un peu du jour au lendemain à Die. Et c'est vrai que j'étais quand même super triste. C'est-à-dire que, j'ai eu de la chance. Bah non, j'avais pas du tout envie de partir. Puis après, j'ai perdu mon père un an et demi après. J'ai perdu mon père en 89. Donc un an et demi à peu près. Et puis après, je suis allé m'installer à Grenoble. Donc c'est là que je suis arrivé à Grenoble en 90. Après la mort de mon père. Mon père est mort le 28 octobre 89. Et moi, je suis arrivé en janvier 90 à Grenoble. D'accord. Voilà. Donc quelques mois après. Quelques mois après. J'étais à l'internat à l'époque, à Die. Et puis, donc, quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai été aidé par des gens qui connaissaient mon père. Donc, c'est eux qui m'ont trouvé un appart, qui m'ont même aidé à payer parfois mon loyer, parce que je ne travaillais pas, j'étais encore lycéen. Et donc, je me suis inscrit au lycée à Grenoble et j'ai quitté le lycée. Je ne suis pas allé jusqu'au bac, en fait, j'en avais marre d'être. En fait, je ne me sentais plus vraiment à l'aise. Avec ce deuil-là, je sais pas, j'ai pris un coup de vieux en fait. Et tu n'as eu à aucun moment envie de rentrer justement au pays? Si, mais c'était le début du terrorisme, c'était pile à la période où il y a eu les élections avortées, le fils qui avait gagné les élections et les élections qui ont été annulées. Donc c'était pas vraiment la bonne époque pour rentrer. Ah non, pas du tout. C'était pas la bonne époque. Et même après, quand j'ai été appelé pour l'armée, c'était en plein carnage. C'était 92, j'avais 20 ans. Moi, c'était le bordel. C'était pas du tout le moment de faire le service militaire. Il valait mieux faire autre chose. Sûrement pas. Et donc en 92, j'ai monté Gnawa. D'accord, donc en 92. Voilà. Mais justement, ce qu'on a raté, peut-être parce qu'on a parlé, parce que c'est peut-être ma faute, mais comment tu as découvert la musique Gnawa justement? Alors la musique Gnawa, c'est essentiellement par des cassettes que j'ai découvert ça moi au départ. J'avais pas vu, j'ai jamais assisté à une Lila avant de faire Gnawa Diffusion, je connaissais pas. Et les cassettes, c'est venu comment? Parce qu'il y avait des cassettes qui tournaient, donc voilà, à l'époque. Par hasard, un truc comme ça. C'est parce que j'aimais bien la musique du Sud et une fois je suis tombé sur une vieille cassette, je pense que ça devait être je sais pas, un truc qui datait des années 60, c'était un vieux son, je sais même pas que c'est qui chantait, mais on entendait bien le Gembri. Et donc en fait le premier truc qui m'a flashé dans la culture Gnawa, c'est plus le chant que le Gembri, parce que dans les cassettes en question, le Gembri on l'entendait pas. Ouais, j'imagine. Surtout à l'époque, j'imagine, c'est clair. Et donc moi c'est surtout l'intention dans le chant que je trouvais incroyable. Avec le cœur et les percussions aussi. Ouais, puis il y a beaucoup d'énergie en fait. L'aïta Gnawa, elle a un truc particulier. C'est comme le kiai au karaté, tu sais. Il y a un truc qui fait en l'air. Ouais, ça frappe. Et donc moi je suis venu à la culture Gnawa vraiment à tâtons, en écoutant 2-3 références que je connaissais même pas. Et c'est lesquelles? Justement, je ne connais pas. Il savait pas. C'était des cassettes avec des sons que lui savait pas. Jusqu'à maintenant, tu sais toujours pas et tout. Je sais pas. En plus, ces cassettes, je les ai plus. Après, j'ai découvert d'autres trucs. J'ai découvert d'autres malmines par la suite en m'y intéressant. Mais au début, vraiment, j'avais aucune idée. Ouais, j'avais aucune idée vraiment. C'est juste un son dans une cassette. Il y avait un son dans une cassette. Il y avait aussi parfois des Gnawa qui déambulaient dans les rues, mais avec les tabelles. Et quand ils faisaient le krima, quand ils veulent pour la pluie ou pour ça c'est très courant à Alger. Il y a beaucoup Baba Salem, tu les vois souvent. Mais pour moi c'était Baba Salem, je faisais pas le lien. Le raccrochement. J'avais jamais vu de Gembri par exemple. Quand j'étais en Algérie, j'ai jamais vu de Gembri. Et je me demande si c'est pas l'exil aussi qui m'a amené à redécouvrir ou à découvrir en fait, à aller vers cette musique, parce que j'avais besoin de rentrer dedans, puisque c'est quelque chose que j'aimais. Donc au départ je le faisais avec les instruments que j'avais. Moi au début je gratouillais de la guitare, je gratouillais un peu de banjo, etc. Donc j'adaptais un petit peu et puis je chantais, voilà, toujours dans la même lignée de l'autoradio. Mais tu grattais façon Gembri, mais sur guitare. Sur guitare et banjo. Et puis pas que Gembri, je jouais des petits morceaux Chabi aussi, des trucs, tous les trucs que j'aimais bien, j'essayais de les jouer. Après voilà, j'ai jamais été un guitariste, ça a toujours été vraiment pour accompagner le chant.
rigoler. Et la première fois que tu as touché un gembri, c'était en Algérie ou c'était en France? C'était en France. Et c'est mon ancien percussionniste qui me l'a offert, le gembri. Parce que dans Gnawa Diffusion, au départ, il n'y avait pas de gembri. D'accord. Okay. Il n'y avait que le chant qui était inspiré dans certains morceaux du Gnawi. Et en fait, ce groupe, on l'a appelé Gnawa Diffusion parce que justement, ça a un lien avec l'exil. En fait, c'était pas seulement la musique Gnawa qui était le sujet. Et c'était aussi le fait que c'est une musique de déportés, et que c'est une musique en fait de gens qui ont été réduits en esclavage. En esclavage, bien sûr. Et c'est un peu... J'ai fait tout de suite un genre de parallèle avec l'immigration aussi, avec une autre forme d'esclavage moderne, etc., une autre forme de déportation, une autre forme d'exil, etc., même si on n'avait pas les chaînes. Et, même... et du coup, je pense que dans cette musique, il y a un cri de liberté qui ne concerne pas que les esclaves. C'est-à-dire que ce cri de liberté, n'importe qui peut y être sensible, quelle que soit la couleur de la peau. Il y a toute une symbolique, exactement. Une vraie symbolique que tu retrouves aussi dans d'autres musiques de l'esclavage, justement, à Cuba, etc. À Cuba, moi, j'ai retrouvé vraiment... le gospel. Oui, dans le gospel. C'est spirituel, quand même. Oui. Il y a ce côté, alors bizarrement, moi, dans la culture gnawa, c'est pas vraiment le côté spirituel qui m'intéresse le plus, mais c'est plutôt le côté ancestral, l'évocation des ancêtres et des vieilles tribus, et en fait, tous les trucs qu'on comprend pas. Comme on dit, le huruf al-mubhama. Comme elle est flammée, mais... Et donc, je trouve que ça a une vraie puissance, parce qu'en fait, comme on comprend pas les mots, mais que c'est redondant, c'est un truc qui revient, donc à un moment, tu es obligé de le chanter dans ta tête. Et tu chantes un truc que tu comprends pas, mais ça t'emmène. Et moi, des fois, ces trucs-là que je comprends pas, ils m'emmènent plus loin que les trucs que je comprends. Et c'est pour ça qu'on dit par définition que c'est une musique de trance. Oui, parce que tu lâches prise. C'est plus vraiment une histoire de compréhension ou quoi, mais il y a une façon d'évoquer. Tu vois, Yumala, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et chacun te dit, il y en a, il te dit c'est un médicament, l'autre c'est c'est un pays, l'autre c'est une tribu, l'autre tu vois. Bon, et ça a été un mystère ça quand même pendant longtemps, et j'ai fini par comprendre à Cuba pourquoi. En fait, en discutant avec ceux qui jouent le palo mayombe, qui sont véritablement des équivalents du gnawi, hein. C'est pas la salsa, hein. C'est vraiment les musiques traditionnelles de cérémonie. Lila, en fait. Alors eux, ils ont 7 couleurs, pareil. C'est la même chose. Comme les Haïtiens, pareil. Comme les Haïtiens, ils sont à côté. Hein. C'est juste à côté. Voilà. C'est très similaire. Mais en discutant avec eux sur les thèmes qu'ils chantaient, j'ai demandé à ce qu'ils me traduisent. Et il y en a plein qui m'ont dit, on ne peut pas te traduire parce qu'on sait pas ce que ça veut dire, on ne sait plus ce que ça veut dire. Pourquoi vous savez plus ce que ça veut dire? Parce que ça s'est déformé en le chantant. On a déformé les choses. Et parce que nos ancêtres ne l'ont pas traduit volontairement. C'est ça. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit? Ils ne l'ont pas traduit justement pour pas que leurs enfants se fassent massacrer. Parce qu'en fait, comme c'était des textes qui étaient contestataires, qui contestaient l'autorité des Blancs, et il valait mieux mettre juste cacher la vraie... Cacher le sens. Ils protègent leurs... Voilà, c'est-à-dire qu'ils transmettaient une culture orale sans transmettre le fond, mais en transmettant l'intensité du cri de liberté, justement, ou de la contestation, à travers le chant, à travers la façon de chanter le truc. Pas forcément dans les mots, mais dans comment tu les dis, en fait. Non, tout à fait. Voilà. Mais je voulais juste te dire, j'ai une histoire similaire, justement, c'est que déjà, un petit truc, tu connais bien Mehdi Nassoli, c'est ton ami et tout, et avec les gens du boulevard, avec Rita, qui fait... C'est comment l'association de Rita? Elle va m'en vouloir. Africaina. Ils ont fait un voyage, justement, où il y a des Elmines marocains qui sont allés, justement, à La Havane? Non, au Mali. Ah, au Mali, Bon, c'est plus proche, mais tu avais... c'était pour cette recherche des trucs communs qu'il y a. Tu vois, dans le vocabulaire. Et donc, même ceux d'Yaoulna, ils ont découvert des significations par rapport à certains textes, certains mots. Tu vois. Ils ne savaient plus, Voilà, exactement. Mais, et l'autre anecdote que je voulais dire, c'est par rapport justement les vaudous. Et ce qu'on a dit Haïti, c'est les mêmes couleurs que les Gnawa par rapport... ils chantent pour des saintes, Tu sais pour des femmes, je veux dire, des esprits féminins. Les cérémonies, elles commencent par salam alaikum à Cuba. La cérémonie de Palo Mayombe, salam alaikum, alaikum salam. Et le public répond, hein, c'est culturel. Donc, comme quoi, Zama,
tout le monde vient du même endroit, en fin de compte. Oui. Quoi. Regarde, là, j'étais à Jdida il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je parlais avec un gars qui me disait que les Portugais, avant d'aller au Brésil, ils étaient là, en fait. Oui. Ils étaient au Maroc. Oui. Et dans la capoeira, oui. un des instruments de base de la capoeira, il y en a deux. Il y a le birimbau, qui ressemble étrangement à un genre de gambri avec une seule corde. En tout cas, dans la fonction, c'est la même chose. C'est voilà. C'est entre le rebab et le gambri. Bon. Mais tu as le pandero. Mais le pandero, c'est le bendir. Hein. Ça vient de là, en fait. Donc, tu vois, tu retrouves tout dans tout. Les mêmes codes, les mêmes bases. Codes, voilà, même si le pandero, il a des clochettes, tout à fait. Voilà, ils ont juste rajouté les clochettes pour remplacer les karaqab, j'imagine, parce qu'il fallait du métal avec la peau, quoi. C'est sûr même. Parce que regarde, le rythme de base de la capoeira s'appelle kalakatu. Et le rythme gnawi s'appelle krikitu. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Non, c'est clair. C'est une karaqab. Très proche. Bon, écoute, on va rester un peu. On a écouté quoi juste avant, Tiff? Ouais. Donc là, on va revenir un peu en arrière. On va écouter Miles Davis. Ah yeah, Doo-Bop Song. Exactement. Fait à chouïa de rap. C'est pour ça que. J'aime bien Desktop. Yak. Bah oui. Donc on va écouter ça tout de suite. Tout en bas, Beckham. Tout en bas, c'est Beckham. Voilà. Et alors on écoute ça tout de suite. On écoute. Tous les vendredis 22h minuit, on est là, on est de retour. Salut Hicham. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ouais, on est là. Non, moi, tout va toujours très bien de toute façon. C'est datsk. Tant que... كنت بورسون ماجيك ولا ما شنو تدير باش تبقى كلشي باهي. عندنا un invité de marque, voilà. Ouais, je viens de recevoir un message. Meilleur invité 2024. Merci à toi et Hicham pour le choix, ça restera dans l'histoire. Ah, c'est pas moi qui ai choisi. Beau, ça. C'est beau, tu l'as payé pour ce commentaire. Pour ce commentaire. Si tu l'as pas payé, il faut y réfléchir. Non, mais écoute, merci en tout cas pour le feedback, c'est très gentil. Ouais, j'aimerais bien qu'on ait des invités aussi prestigieux tout le temps, avec autant de bagages et de culture. Exactement. Parce qu'on a, non, mais c'est vrai, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend vraiment énormément de choses. Énormément. On va quand même se recentrer un peu sur toi, parce que Mchine, Tagnaoui, tous les Haïtiens et les Cubains et tout ça. Mais dans Gnawa Diffusion, il n'y a pas que Gnawa, il y a aussi de la funk, il y a de la punk, il y a du rap, il y a du raga, du reggae aussi, il y en a vraiment beaucoup. Là, on a parlé sur le point Gnawa. J'aime bien qu'on parle aussi sur le point funk, punk et raga aussi. C'est venu comment, genre, pour avoir un melting pot dans un groupe pareil? Déjà, tous les musiciens ne sont pas des Gnawa. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui est Gnawi réellement. Déjà ça. Et puis, on ne s'interdit pas en fait de jouer les styles qu'on aime. On met un peu tout. D'ailleurs, au départ, c'était un problème. Quand on a monté Gnawa, je te jure, au départ, on faisait des morceaux qui ressemblaient à rien en fait. Parce que ça a commencé jazz, ça passait reggae. Après, partait dans tous les sens. Et comme on n'avait pas d'expérience publique, on ne savait pas trop quel effet ça allait faire, on l'a vite vu. Vous pensez que c'est déchiré. Vraiment, si tu n'as jamais vu un public qui ne sait pas sur quel pied danser, il fallait venir. Oh, ils nous regardaient comme ça, mais des العرب ما يفهموا فيها والو الكورمات واحد même حنا ما كنا فاهمين فيها. Oui, c'est ça, c'est les débuts en fait. Voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis à un moment, on s'est regardé comme ça, on a dit on va arrêter de faire de la confiture, les gars, ça serait pas mal si on se concentre sur un texte avec un thème musical, et qu'autour de ce thème musical, après on rajoute nos couleurs, machin, mais on va arrêter de faire du walking blues et après passer dans le ternaire, je sais pas quoi, tu vois. Et au ska. Voilà. Okay. Et donc je pense que c'est là qu'il a commencé à avoir vraiment un vrai son. C'est au moment où on s'est libéré de notre idée première. Parce que tu sais, il y a toujours une différence entre quand tu théorises ou quand tu projettes une idée de groupe ou de musique ou de film, de ce que tu veux. Tu as toujours une pré-idée avant de commencer. Mais après, quand tu le fais, très souvent, ça change. Tu es obligé de te tempérer parce que tu as dit que l'excitation de la jeunesse, bien comme sûr. tu dis, du Bdia. Et après, en fait. Il y a le public. La réalité aussi. La réalité, c'est les gens. En réalité, c'est eux qui amènent la véritable correction. Et ça, tu le comprends très vite quand tu fais de la musique. Dès que tu commences à faire de la scène, tu gagnes 5 répètes par concert en général. Parce que, en fait, surtout si tu enregistres et que tu analyses un peu ce que tu fais, tu vois bien, en fait, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas, où est-ce que c'est trop long, où est-ce que c'est trop court. Tu vois, nous, des fois, on fait au feeling. Tu vas faire une intro, par exemple, qui va durer 16 mesures.
tu vas sentir ça long en tant que musicien, parce que c'est 16 mesures où tu fais tourner le même truc. Oui. Mais en fait, pour le public, c'est le kiff total. Il en faut plus que le quadruple, des fois. C'est ça. Donc, ça se règle avec les gens. Et de notre côté, nous, je pense qu'on a vraiment commencé à faire Gnawa Diffusion à partir du moment où on s'est libéré de cette idée de faire fusionner nos différentes influences. Parce que c'est vrai qu'aussi, ce qui a fait le melting pot dont tu parles, c'est le fait que chacun venait d'une école musicale différente. Il y avait des rockers, il y avait des mecs qui avaient fait du punk, il y avait des jazzeux, il y avait des mecs qui avaient étudié la musique, d'autres non, comme moi par exemple. Et donc il fallait que tout le monde ait sa place là-dedans. Et tu le fais avec plus ou moins de succès au départ, parce que tu sais pas exactement comment placer des trucs, puis petit à petit, mais moi j'ai une question, pardon Maïma, je sais que tu allais poser une question. Non. Mais c'était naturel au début de chanter justement l'Arabia? Oui. C'était un choix assumé, c'était un choix problème. Oui. C'était un choix assumé, et c'était même un choix assumé de mélanger les langues dans les mêmes morceaux. Ok. Moi j'ai toujours aimé faire ça, parce que c'est pareil, c'est une forme de liberté, je pense, que de ne pas se cantonner à une seule langue. Tu vois, il y a des gens qui chantent en anglais mais qui poussent des cris en espagnol, parfois ça arrive. Oui, bien sûr. C'est pas gênant, je trouve même que finalement, ça peut être un facteur de rapprochement, en fait. Parce que je sais par exemple qu'il y a eu plein de fois dans les concerts où par exemple un Français vient me voir, mort de rire, il me dit, lui il m'a traduit tel passage et je savais pas que tu disais ça. Tu vois parce que voilà, quand tu comprends pas tout, mais des fois ça te pousse à aller vers l'autre. C'est là où je voulais en venir. Vous qui étiez un groupe basé en France, justement, est-ce que tu n'as pas vu ça comme une barrière de langage? Voilà. Pas moi, j'ai pas vu ça. Moi, c'était plutôt bien reçu par le public. Par contre, là où je l'ai ressenti, c'est dans les radios. D'accord. Voilà, je l'ai ressenti dans les prods, parce qu'on me demandait de faire de la chanson en français, qui est des titres, comme ils disent, des titres phares en français. Classique. Voilà. Et genre l'Auvergnat. Ou alors l'Auvergnat, ou Ombrelle, ou tu vois, il fallait un truc, il fallait des trucs en français pour que ça passe en radio, parce qu'il y avait une histoire de quota radio à l'époque, je sais même pas si ça existe encore, où il fallait qu'il passe absolument un certain pourcentage de chansons françaises, ou en tout cas d'expressions françaises. Oui, le quota, voilà, le fameux quota. Voilà, l'histoire de quota. Donc, moi, le quota, j'ai trouvé ça un peu absurde, quoi. Parce que... c'est débile. Et je rebondis sur ça. Donc, Ombrelle, tu vas me dire que tu l'as écrit exprès pour passer à la radio? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Je l'ai écrit pas exprès, déjà. Vas-y, raconte. En fait, je rentrais à pied avec un vieux pote que j'ai perdu de vue, qui s'appelle Farid, qui était flic à l'époque. Je te jure, c'est vrai. Et en fait, on était dans un bar, où, en tout cas, on a passé la soirée en ville, à Grenoble, où le tram s'est arrêté vers 1h du matin. Et on est rentré à pied. Et moi, j'avais, dans la tête, j'avais cette mélodie, celle du refrain. Oui, la mélodie. Et on est passé devant un salon de coiffure pour dames, et j'ai mis ça comme ça, en fait, en voyant le truc, tu vois. Ok. Et après, on a chanté ça, on a rigolé, ça nous a fait rire. On a chanté un peu sur la route, puis c'est resté comme ça, en fait. D'accord. Dans ma tête, et après, j'ai écrit les couplets. Mais au début, c'était vraiment c'était juste parce qu'on marchait. Juste vous marchiez, l'île, la galère en plus, oui, plus de bus. Plus de bus. Il fallait chanter pour avoir chaud. Ok. Non, mais je te demande ça parce que moi, je me rappelle que la première fois que je vous ai vu à la télé française, justement, c'était ça. C'était avec Ombrelle. C'était grosse ouverture. C'était sur M6, il y avait un clip. Même MCM, je crois, au moment. Oui, c'est possible. Oui, je crois. Ok. Et rapidement aussi, alors, pour un peu revenir dans la thématique de cette émission, autant que tu puisses te rappeler, c'est quoi ton premier morceau hip-hop? Hip-hop. Un premier morceau. Ton premier coup de cœur, ouais. Je pense que c'est difficile de dire, mais je crois que les Fujis, ça a été parmi mes premiers coups de cœur hip-hop. Parce que moi, j'ai pas écouté du hip-hop très vite. D'accord. J'ai beaucoup écouté de reggae, de raga, plus Caraïbes. Et le hip-hop, je suis venu à ça vraiment plus tard, aussi en découvrant des groupes français où je comprenais les paroles au moins. Tu vois, parce que, comme qui est, par exemple? IAM, tous les gros groupes. NTM, IAM, je les connais NTM, en plus. NTM. Il y avait Assassin, il y avait pas mal de références qui étaient bien. Quoi. Ok. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai découvert. Après, je ne veux pas te dire que ça m'a flashé, mais il y a des choses dans le rap qui sont incroyables. Non, c'est clair. Tu vois, Public Enemy, par exemple, ça m'a mis une baffe. Même Fujis, ça m'a mis une baffe.
il y a plein de trucs qui sont très très intéressants, c'est une musique qui est infinie en fait. Oui, c'est ça. Et puis qui se rapproche encore une fois de la musique que tu fais, parce que c'est encore une fois à la base c'est une musique contestataire. Exactement. Tu vois, sociale et tout ça. Oui, ça parle de la vie. Ouais, c'est ça. Après, moi je différencie quand même le rap. Le rap que j'ai découvert, par exemple. Par exemple, quand je pense à Last Poet ou à Public Enemy, je retrouve pas ça en fait dans les nouvelles références de rap. Je retrouve de la hargne, il y a ça, mais autrement, bien sûr, c'est un. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a le rap de la mer, on en parlait tout à l'heure. كاين البحري وكاين السيرفر c'est ça. دوكا كاين بزاف لي سيرفر بكري كانوا بحريه c'était vraiment un truc qui était avec de la culture, de l'engagement, de l'activisme, tu vois ce que tu veux dire. Et puis il y avait de la poussière quoi. Il y en a certains, genre tu as entendu parler de Kendrick Lamar? Non, je connais pas. Bon ben j'adore. Quoi? Il connaît pas Kendrick. Ça fait rien, il va connaître et tu vas te rendre compte qu'il y a quand même un petit chouïa encore de Public Enemy et tout ça. J'espère. Et surtout lui il a un morceau qu'il avait fait, je t'enverrai le clip qui s'appelle All Right. Si, je crois que j'ai entendu en noir et blanc. Oui, je l'ai entendu ça. Et ils ont repris ce morceau quand ils contestaient quand il s'est fait Floyd. Oui. Quand ils ont George Floyd, voilà, I Can't Breathe. Voilà. J'étais là-bas moi. Ils chantaient cette chanson et tout. Donc tu vois, il y a quand même avec l'intro aussi, l'intro du morceau d'I remember you was conflicted, misusing your influence. Exactement. Donc il y a quand même encore une petite marmana, mais j'en doute pas, c'est sûr. Et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a le rap diffusé, il y a aussi tout un tas de rap underground. Bien sûr, on ne connaît pas. Bien sûr. C'est pas diffusé forcément. Alors écoute, moi je te propose déjà, avant qu'on écoute Fugees, je vais te faire une petite avant. Je vais te faire un petit refresh de l'époque en français. Ouais. Trapper Raga Sonic et NTM. Oui, bien sûr. Aiguisé comme une lame. Oui. Alors, on est de retour sur le plateau de Vibes. Oui, on est là. Parce que j'ai vu que tu avais mis du temps, alors je me suis. بغيت نشوف واش نغير دير. Ouais. Le silence. On est de retour sur le plateau de Vibes, toujours Radio 2M, toujours avec Omeima, même si je sais pas si elle est là, si elle est pas là. والله ما كاينش المشكل. Notre invité est toujours là, Amazir. Moi je suis là moi. Je suis sur le téléphone. On a écouté les Fugees justement. Pouf baf. Ouais. Bon morceau. Bon morceau. De l'époque. De l'époque. وقال لك الفيوجي سي با كي نيمي سوفتلي وداك الشيء نو سي با ça. Non, c'est ça. C'est ça. Refugees Camp. Le boom bap comme on appelle. Ouais. Juste avant l'hernie discale. Et encore t'es gentil. Je voulais aussi rappeler aux gens que on célèbre aussi le cancer de Gnawa Diffusion le 1er juin. Oui. Bah oui. Exact, ça joue le 1er juin au Megarama. Exactement, ça joue le 1er juin. À partir de 20h. Oui. Achetez vos tickets. Chez les boutiquiers, c'est l'autre. Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, ouais. D'après Strong, ça pas beaucoup. N'attendez pas la veille ou le jour même parce qu'il n'y en aura plus. Exactement. C'est une salle de 800, je crois. Exactement, ouais. C'est déjà presque plein. Mais il y a encore des places. Ouais. Puis il y a encore des concerts de toute façon qui viendront après. J'espère. Ouais. Non, ça on en est sûr. Si on est encore vivant. Mais à Casa, c'est les concerts de Gnawa Diff. C'est ce que j'allais dire. Vraiment ça fait combien de temps? C'était quand votre tout premier? Les gens à venir ou c'est comment? Quoi? Non, comme ça ils achètent leurs tickets, comme ça les gens mettent ça douche. Ouais, mais faut pas leur dire zham, tu leur dis كاين اللي تساع يلا اجي وكاين اتاي كاين اللي قاطو كاين les coussins خدات كاين كلشي venez. Non, tout le monde est très bien dans les. Tout à l'heure on en parlait dans les changements de plateau des fois ils passent du Gnawa Diffusion pour occuper les gens. Ouais, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche apparemment. Ouais. Mais de toute façon, si tu fais un changement de plateau, il faut mettre une musique que les gens connaissent, qui va fait capter danser, les gens, histoire qu'ils ne te regardent pas en train de traîner des câbles. Tu avais vu justement un changement de plateau en Angleterre où ils ont passé Bohemian Rhapsody? Et le public, je t'enverrai la vidéo. Public Kamel en train de chanter Bohemian Rhapsody, en train de sauter en plus, c'est sur incroyable, vraiment très très beau. Sinon, justement, ça fait combien de temps que tu viens au Maroc? C'était quand la première fois que tu es venu au Maroc, le premier concert?
Oula, le premier concert 97. Ok. Soira. Oh non, Casa. Casa. Dawi ana shbik nta. D'accord. Rialto حبيبي. D'accord. Rialto. Ok. Cinéma. Cinéma. هذه العلاقة اللي عندي بالسينما. Très bien. Et c'était bien d'ailleurs, c'était super bien. j'imagine. Ça nous a donné envie de revenir. Tu es revenu souvent après. On n'a pas arrêté de revenir après. C'est vrai, c'est vrai. Justement. Moi, mon premier concert, c'était au Boulevard. Ah ouais. Lequel? Le Parce qu'ils en ont fait plusieurs. Non, mais non. 2004. 2004. 2004. Avec quel âge, mais il m'a dit la vérité. J'étais trop petite. شحال. كان داني خويا. Ah, Ah ouais, c'est ça. Il tenait par la main. Ouais, par la main. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. C'est pas interdit aux mineurs, Eric. Non, là, le Non, Boulevard, quand c'est t'es ouvert pour tout le monde. accompagné, tu peux y aller. Tu peux y aller. Mais tout seul mineur, non, t'as pas le droit. C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud, Franchement, c'est chaud. C'était dans un stade, non? C'était Ouais, au Coq, le là. 2004, c'était Je au me Coq. rappelle. Ouais. Je me Ouais. rappelle. C'était une édition légendaire d'ailleurs. Exactement. Il y avait ouais. du monde et tout. Ouais, ouais, ouais. Même les flics, ils étaient gentils. Voilà, c'est vrai. Non, J'ai vu le chef de la police à Et l'époque. d'ailleurs, tu parlais de Rain Array, je crois que l'année d'après, ils sont venus. Ils sont Rain venus, ouais. ouais. Array. L'année d'après, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça devait être mortel. Waouh, légendaire. Ouais. Mais Parce qu'en bah, plus, bah, non c'est- seulement on les a eu, mais on a eu de la soul. Ouais. Donc on a eu vraiment une. Hadok les années en C'était tout la cas, belle époque. c'était des procs de malades. Eh bien. Les gens en parlent Ouais, encore. bien. Quoi. كنت Pourquoi صغيرة. là maintenant c'est moins bien ou quoi? Disons que ça a évolué, Ouais. que le public est un peu plus friand d'actualité, moins de découvertes, tu Ouais. vois, alors qu'avant on pouvait se permettre justement de jouer. Ouais, sur- d'ouvrir un peu plus. Voilà, Mm. et les gens voulaient découvrir, même si c'était des anciens trucs. Là, c'est plus. Et puis tu connais, c'est aussi une histoire de. Comment Je rester vais rien dire. diplomate. Moi, je vais rien dire. Vas-y, déploie, Euh, déploie. De financement. Ah, tu c'est vois. un problème budgétaire. Le sponsor, financement, Bien sûr, bien sûr. voilà. Ouais. Et si tu ramènes trop de vieilleries, ben, les sponsors ne te suivent pas nécessairement. Exactement. Ouais, tu Ils vois. sont, Oui, ils sont oui. plus sur tous les C'est un artistes actuels équilibre d'avant. à maintenir. Et Mhm. C'est pas simple. dur. Ouais. C'est pas simple. Le Ouais. marché il met la Ouais. pression. Et donc on en était au début de Gnawa Diffusion. Ouais. Ah bon? Ouais, Non, à peu Oui, près. à peu près. À peu Ouais. près, ouais. Et justement, donc, c'est quand comment te dire, que vous êtes passé du mode fun, on s'amuse, au mode professionnel, en fait. Clairement, après Algérie. Ok, Après Algérie. Un peu avant parce qu'on avait déjà commencé à bien tourner. bien tourné. Mais après Algérie, ouais, là, c'était carrément, on est passé à un autre truc. Parce que dès que tu as un disque dans les bacs, enfin, en C'est tout cas ça. à l'époque, hein, Oui. Mm. il n'y avait pas encore Internet. Beaucoup de festivals, beaucoup de bookings, tout ça. Festivals, les showcases, les machins Fnac, là, tu sais, tu vois, Ouais. tu joues Ouais. dans le magasin. Oui, Encore une pression du marché. en public. Et gratuit. Ça joue gratuit et ça vole les disques. Ouais. Ouais. C'est C'est pour bien. ça qu'ils ont C'est- fait le digital Il y a un depuis. peu- tu peux toujours essayer de voler. Voilà. En fait, le digital, c'est contre les doigts des voleurs. Voilà. C'est C'est pour ça que ça s'appelle comme anti-digital. ça. Ouais. Elle n'est pas maladie. et donc, ouais, c'est à ce moment-là que les labels, ingé son, manager, tout ça. C'est. Bah, en fait, c'était un peu. Ça s'est un peu fait. Petit à petit. Ouais, dans le désordre. Dans le quoi. désordre, Dans le exactement, désordre. ouais. Mais oui, on s'est rapidement retrouvé avec une équipe technique normale. Il fallait. Ouais. Puis après, il y a eu encore une deuxième étape où on a commencé à beaucoup tourner en Europe. Et où là, on tournait carrément en tourbus. Tourbus. Oui, puis ça tournait longtemps. Là, Oui. ça a commencé à devenir sérieux. Ouais. Parce qu'on partait longtemps. Ouais. On partait 15 jours, 3 semaines. Ouais. Voilà, pour un jeune groupe. Et puis c'est Liomrta, Oui, oui. enchaîné tout Ah le oui, temps. t'enchaînes, ouais. tu dors dans le bus. Ouais. Et Tu apprends la discipline. Ah, t'apprends, ouais, c'est clair. T'apprends à faire pipi rapidement. Voilà. À pas faire la fête le premier soir de la tournée. Non, ouais, Voilà. ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai sujet, l'économie d'énergie. C'est pour Ouais. ça que, C'est je voulais en parler avec toi de Ouais, justement l'équipe et justement la professionnalisation. C'est quoi tes conseils justement? Parce que à la CAF, il y a beaucoup de groupes au Maroc dans tous les genres musicaux, mais on a beaucoup de groupes de fusion Mhm. qui Ouais. s'inspirent beaucoup de vous, de Rouba et tout ça. Mm. Donc si tu as des conseils peut-être à donner ou à partager. Ben, le conseil que j'ai à donner, c'est de s'économiser quand on a beaucoup de dates ou quand on en a plusieurs qui se suivent. Et le Surtout jus de quand- gingembre. Il n'y a pas que ça. Il y a le sommeil, Ouais. c'est très important. Il n'y a rien qui répare mieux que le sommeil, de toute Ouais, façon. Mais par exemple, le pour la repos. voix, pour chanter, par exemple, moi, si j'ai 3 concerts d'affilée,
je veille pas. Je finis le concert, je vais dormir, je me force. Et j'essaye même de faire une grasse mat et je ferme ma bouche. Je parle pas. Vraiment. J'essaie de pas parler. J'économise ta voix. J'économise ma voix. La balance même, des fois, je la fais pas. Je suis comme un check, tu vois. On fait juste le son vite fait. Et puis après, je peaufine sur scène, mais j'économise vraiment. Puis je vieillis aussi, tu vois. Ouais. Non, mais en fait, c'est là où je veux en venir. C'est ça, c'est qu'il faut voir ça comme un sport. C'est un peu comme un sport et ça demande de l'échauffement. Par exemple, si j'ai un conseil à donner, pratique, c'est de faire toujours un échauffement vocal, en tout cas, avant de chanter. Même si tu sens que ta voix elle est chaude et tout, c'est toujours bien de faire la petite gymnastique parce que ça t'évite de t'éclater, en fait, tout simplement. Bien sûr. Quand tu chauffes ta voix, c'est comme un muscle. Si elle est à froid, bien sûr. Ouais, si elle est à froid, tu vas chanter. Tu la casses, mais tu vas la fatiguer et le lendemain, tu vas être éclaté. C'est ça. Voilà, après, il y a aussi la gestion des émotions, parce qu'un concert, ça vide, en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est comme un match. Hein. Tu descends, tu n'es plus rien. Tu n'existes plus, tu as faim. Tu as faim, tu as soif, tu as sommeil, tu as tout. Il faut la concentration. Tu es drainé. Ouais, il faut... l'environnement qui va avec, enfin. Ouais, puis il faut arriver aussi à maîtriser les émotions, parce que sur scène, en fait, ce qui épuise, c'est que tu es en échange d'émotions permanentes avec le public. C'est des émotions qui passent de ça à ça. Des fois, ça danse, des fois, ça crie, des fois, ça chante, des fois, tu vois une bagarre, des fois, tu vois ce que c'est qu'un live. Des fois, tu vois une belle femme aussi. Donc, tout ça, là, ça fait que tu charges, puis après, ton corps, il fatigue de ça. Même si tu pars chargé d'images et d'émotions, physiquement, tu te sens vidé, tu te sens épuisé, tu n'as plus rien à dire. Par exemple, moi, des fois, après un concert, je ne veux pas faire d'interview après, parce que vraiment, c'est comme si j'avais tout dit. Voilà, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Donc, j'ai vraiment du mal avec ce truc-là. Mais bon, c'est le boulot. C'est pour ça que essayer de maîtriser les émotions, c'est pas mal. Après, il ne faut pas trop non plus, parce qu'il faut se laisser emporter, c'est un juste milieu. Bien sûr, trouver le groove. Oui, chaque concert est différent, chaque public a sa respiration. C'est vraiment différent d'un concert à l'autre. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans les concerts, c'est qu'il y a une forme d'unicité. Il n'y a jamais un concert qui va drainer exactement les mêmes personnes, exactement à la même heure, exactement au même endroit. La même énergie. Et toi-même, tu ne vas jamais jouer les morceaux au même tempo et nanana, et les enchaîner pareil, et dire la même chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Voilà, un concert, c'est toujours unique. Moi, vu de l'extérieur, Gnawadif, c'est toujours le hiha et basta, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui, parce que c'est l'ambiance globale. Ouais. Mais donc, toi, tu le reçois différemment de jouer soit Souera, soit Casa, soit... ou pas? Non, mais même entre Casa et Casa, c'est différent. Alger, c'est okay. différent. 2 soirs au même endroit à Alger. Fermdan, là, j'ai joué. C'était pas du tout la même chose. Mais vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir, même si quand il y avait le concert à Casa et Rabat, c'était pas la même chose. Oui, c'est jamais pareil en fait. Voilà. Des fois, ça décolle direct. Des fois, les gens ils rentrent dedans doucement. Des fois aussi, c'est la playlist, tu vois. Tu vois, moi j'ai une liste par aussi. exemple, hier, j'ai une liste de Gnawadif au boulevard. Ouais. C'est pas Gnawadif au Mégarama ou au théâtre, c'est pas Gnawadif à Essaouira. Bien sûr. J'ai vraiment une liste de genre le public, les réactions de public avec le groupe. Ouais. C'est totalement différent. Pour moi, c'est toujours des gens qui sautent et qui sont heureux et bécher et qui chantent. Voilà. Pour moi, c'est ça, en fait, tu vois. Lui, c'est un drone, lui, en fait. Ouais. Bah, bon, Après, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais voulu monter sur scène. Bon, je suis déjà monté malgré... On t'a jamais dit que t'étais un drone de gars? Un drone de gars. Non, c'est bien. C'est bien, il en faut des gens comme ça avec une vision aérienne. Une vision aérienne. Je prends beaucoup de recul et de hauteur. On se refait peut-être une autre petite pause là. Ah bon? C'est peut-être trop tôt. Ouais, non, c'est trop tôt. Quoi? Non, fais comme tu veux. Non. C'est toi qui gères. Non, écoute, non. C'est toi dans le milieu. Tu gères l'émission. Il est... Exagère. Vous allez me laisser parler? Oui. À la base. Il reste encore 45 minutes. Elle avait encore parlé de cinéma. Non, non, ça fait. Je connais le cinéma, j'ai joué Royalto. Point. C'est ce que j'ai fait. Désolé, je t'ai foutu en l'air. Elle va quand même t'embêter avec les séries, les cinémas et tout. Mais on n'a pas encore fini avec le hip-hop, justement. Bien sûr, mis à part les Fujis, toi, c'est quoi tes références, en gros, dans
dans le hip-hop? Même si, encore par une exemple, fois, par exemple, Wu-Tang Clan, j'aime bien. Il y en a plein que j'aime, même Snoop, j'aime bien, même Tupac, j'aime beaucoup. Il y a tout ça que j'aime. Si tu m'as demandé 6 morceaux, sinon, si tu m'avais demandé 30 morceaux, je t'aurais envoyé plein d'autres morceaux. Ok, d'accord. Mais voilà, il y a des choses aussi que j'écoute au kilomètre. Moi, j'écoute beaucoup de musique au kilomètre. Comme j'écoute quoi beaucoup la radio. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Radio RTU. Ouais. Eux, ils ont une playlist super hétéroclite. Il y a de tout. Ça. Des fois même, il y a Gnawa. Ça fait plaisir d'ailleurs. Mais il y a de tout, en fait. Vraiment, ça passe du hip-hop à la vieille funk, à des trucs tout nouveaux. Tu te laisses naviguer, en fait. Ah ouais, moi, j'adore, écouter de la musique que je connais pas et découvrir. Bon, de temps en temps, c'est pénible. De temps en temps. Parce que des fois, t'aimes pas, tu vois. Mais justement, cette radio, par exemple, je trouve que la couleur, elle est bien. En plus, il n'y a pas d'infos. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas un truc qui va me perturber ton écoute. D'accord. Il n'y a que de la musique. Et je vais te tourner ça autrement. Alors maintenant, dans ce qu'il y a d'actuel, qu'est-ce que tu retiens ou pas? Justement. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens Tiff, par exemple. Ouais. Après, j'ai bien aimé ce qu'a fait Soul King sur certains trucs. Si tu parles vraiment des trucs d'actualité. Ouais, bien sûr. À part qu'il a dit que la musique c'était haram et que c'était son rêve d'arrêter la musique, ça j'ai pas compris. Ah ouais? Bah oui, il a dit ça dans une interview il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça bizarre. Bon, après, il dit ce qu'il veut, chacun pense qu'il veut. Ça, c'est clair. En tout cas, il n'a pas dit pourquoi c'était haram. Oui, peut-être il ne sait pas non plus. Mais voilà, il a dit, de toute façon, c'est haram, c'est pas la peine de chercher à comprendre, je vais arrêter la musique. D'accord. Quand il aura fait assez d'argent. Parce que là, واش راك حاب دير من بعد قالوا حبيت نحبس الموسيقى même l'akhor هذاك il a perdu un sourcil il a rien pourquoi il dit ça on vient parler de musique l'autre il dit non mais là tu l'apprends parce que j'ai jamais entendu si. On va tu sais que une amie commune Midoun justement c'est une fan absolue de Soul King. Donc on va lui demander, elle nous dira. Il a eu des réactions de fans. Je pense qu'elle a déjà commenté, je pense checker. Mais après je sais pas comment ça se vit ça comme posture par exemple, tu vois. Moi je trouve que c'est posture hypocrite quand même, non? J'en sais rien, moi c'est de l'hypocrisie ou je sais pas. Parce que je suis resté perplexe. Tu sais pourquoi je reste perplexe? Parce que déjà Dieu il connaît la musique. C'est pas possible qu'il connaisse pas la musique. Dieu il connaît le mot musique. Le mot musique il n'existe pas dans le Coran. Déjà, la deuxième chose, c'est que ça dit pas que c'est haram donc. Ça dit pas que c'est haram puisque Dieu quand il haram clairement. Oui. Voilà, donc ce qui n'est pas dit clairement, a priori, et surtout c'est pas nommé en tant que tel. Et je sais qu'il y a une interprétation de Surat al-Luqman qui est dans le Coran, qui est la sixième ayah de Surat al-Luqman qui parle de lahu. Et lahu, c'est pas la musique, c'est le divertissement. Ça parle de ceux qui achètent lahu. Donc en fait, en gros, ça parle déjà dans le Coran des propagandistes d'une certaine manière, de ceux qui se servent du divertissement pour éloigner les gens de la route principale ou de la religion. Après, ça s'interprète de différentes manières. Mais, pour influencer. Voilà, mais il y a une certaine école, par exemple les Hanbalites, qui eux, ça concerne la musique. Alors que le Malahi, c'est bien plus que la musique. Et peut-être qu'il y a une musique de Malahi, mais Tala al-Badru alayna, c'est pas le Malahi. Tu vois ce que je veux dire? Zad Nabi ou Farahna Bih, mais c'est Malahi. C'est des chansons religieuses, il y en a plein. Donc après, c'est ça que je comprends pas, moi. En fait, les différentes interprétations. Voilà. Mais justement, pour revenir à Soul King, va savoir qu'il allait lui souffler quelque chose dans l'oreille. Qu'est-ce qu'elle a dit, Midoun, elle te dit, Soul King, boubou, allez, vu qu'il dit musique c'est haram, ça fait elle aime plus Soul King. Ah c'est d'accord. Bon, ah bon il faut pas. Déjà, le gars va galérer, c'est haram. Mais sans Asma Midoun, lui, ça fait, il a foutu sa carrière, Michel. Ça y est, il a perdu une de ses plus grosses fans. Grosse fan. C'est la seule qui stream au Maroc. Moi, il y en a un, il m'a dit, et quand il a entendu ça, un musicien, il a entendu ça, قلت له شفت واش قال سول كينغ؟ قال لي وي، قال لي تسمحنا كاع ولاد الحرام. هو en fait il a pas relevé le côté زعما comment tu fais de l'argent avec le truc et tu dis que c'est haram, il s'en foutait de ça. تسفينا حنايا. Ouais, tu peux voir comme ça, c'est vrai. Hein. Écoute, on fait une petite pause encore. Vas-y. Et là, je vais aller plutôt dans ce que tu aimes bien. Tu m'avais envoyé Bounty Killer, mais on va passer à autre chose. On va passer Beenie Man. Ah, ça c'est...
Ouais, c'est bon ça. Ça Girls déchire. Them Sugar. Yeah man. Et Dancehall. puis peut-être on s'écoute le Wu-Tang dans la foulée aussi. Allez, vas-y, lâche-toi. Hein. C'est ton émission. Hein. Après, et on revient tout de suite après. Pourquoi tu me regardes? Oui, vous écoutez le Vibes, on est en direct. Le temps passe super vite. Il est près déjà de ça. Ouais, mais c'était une très très belle discussion. On pourrait faire plusieurs émissions avec lui. Ouais. Je vous rappelle aussi que Gnawa Diffusion joue Omega Rama le 1er juin. Bien joué la promo. Oui, merci. C'est une pro. Ouais, c'est merci. une pro. C'est elle qui m'a tout appris à la radio. C'est vrai en plus. Ouais. Pourquoi je l'ai dit? Oh, merci. Non, c'est pas toi. On en était où? On parlait t'avais dit que on devait parler cinéma. Ah oui, bah c'est à ton tour alors. C'est quoi le dernier film que t'as regardé? Voilà, colle. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai regardé. Bien, au moins qu'il y a eu de l'impact, que tu as retenu. Un classique. Le dernier Tarantino, j'ai vu un Django. Django Unchained. Ouais. Mais après, il y a eu Once Upon a Time. Ouais, avec je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu celui-là aussi. Ouais. T'as bien aimé? T'as aimé ou... Je me rappelle pas. Il est trop long, moi. C'est autour de... Pas marqué. Mais je sais que j'aime bien Tarantino en tout cas. C'est l'acteur avec sa doublure cascadeur. Et c'est autour de l'assassinat de Sharon Tate et tout ça en même temps. Ouais. Il m'a pas marqué. Bon, de toute façon, lui, il a toujours des montages bizarres. Oui. C'est son style. Mais Django, ça va, t'as bien aimé Django? Oui, j'aime en général bien. J'aime bien Tarantino. Moi aussi beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, je suis pas. Je me rappelle pas du dernier film que j'ai vu et qui m'a zaza. Okay. D'accord. Je me rappelle pas. En plus, là, avec Netflix, tu sais, ça devient comme des cacahuètes. Ouais. T'arrives pas à te rappeler de quelle cacahuète était la meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, j'ai mangé des cacahuètes. Tu as vu Oppenheimer, par exemple? Non, je l'ai pas vu. Ok. Oppenheimer, c'est sur un nazi, hein, c'est ça? Non, c'est sur. C'est sur le père de la bombe atomique. Oui, c'est ça, c'est sur le. Bon, c'est pareil. Mais il y a de la bonne musique. Non, je l'ai pas vu Oppenheimer, j'en ai entendu parler. Ok. Je sais pas si c'était hier. C'était pas hier, vous avez parlé d'Oppenheimer? Pas moi. Pas moi. Ok. Alors c'était pas hier. Dune, je l'ai pas vu. Ok. Dès que je suis à la science-fiction. Non, vite fait. En fait, moi, je suis un peu. Si t'aimes Tarantino, c'est pas de la science-fiction que tu regardes. Non. Okay. Mais déjà, je regarde pas beaucoup la télé, moi. Et puis, j'ai pas trop l'occasion d'aller au cinéma. Et la télévision, c'est vraiment un problème. Moi, c'est pas que je boycotte, mais je la regarde pas. Vraiment. Je regarde pas la télévision. Je suis plus radio. J'aime bien avoir les mains libres et les yeux libres. Ouais. Et faire autre chose. Ouais, voilà, faire autre chose. Ou bla au moins Du coup, t'écoutes des podcasts? Oui, j'écoute des podcasts. J'écoute aussi, je me renseigne. En gros, moi, j'écoute pas les infos, mais je vais à la pêche à l'info sur Internet, sur Twitter, sur Telegram. J'ai mon petit bulletin d'information, auto-bulletin d'information quasi quotidien. Okay. Mais je me tarabuste pas non plus. Je veux pas rentrer dans le... Parce qu'en fait, je pense que le phénomène de l'information continue. Je pense qu'il a bousillé le monde. Je pense vraiment que si on est aujourd'hui la proie de politiques restrictives type Covid, par exemple, des choses comme ça, c'est parce qu'il y a ce phénomène d'information continue. Bourrage d'information. Et puis il y a ce phénomène aussi du portable qui, je pense, joue beaucoup. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le fil d'actualité. Ouais, on est connecté, il y a un fil d'actualité qui te rappelle toujours qu'il y a une épidémie. Alors qu'avant, il y avait une épidémie, mais voilà, tant que tu n'étais pas malade, tu ne savais pas vraiment. Et puis je pense qu'il n'y avait pas l'intention de mettre les gens en prison comme cette fois-là. Là, ils nous ont quand même bien... ils ont abusé. On l'a bien senti passer, c'est clair. Et sinon, on fait les classiques du cinéma, alors. Alors, bien sûr, Hicham va te demander si tu as regardé The Usual Suspect. Ça, j'ai vu ça. Ouais. C'est bien, hein, je l'ai vu plusieurs fois. Moi, il y a un film qui m'a marqué, c'est Affreux, sale et méchant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Ettore Scola. C'est un cinéma italien. Bien sûr. C'est magnifique, ça c'est... C'est western, non. Mais c'est l'époque du western, Ettore Scola. Ettore Scola, il a fait quelques western spaghetti. Mais ce film-là, c'est sur les bidonvilles de Naples. Okay. Et donc c'est une famille dans un bidonville de Naples. Et vraiment, ça ressemble à l'Algérie, ça ressemble au Maroc. Vraiment, tu retrouves
Les codes. Okay. Et c'est puissant, c'est très très comique, tu meurs de rire. Il y a, comment il s'appelle, il y a Nino Manfredi dedans. Ok. Il y a, je crois qu'il y a Mastroianni aussi. Bon, il y a du monde, il y a, de toute façon avec des bons acteurs. Et ceux qui sont pas des bons acteurs, en fait, c'est pas des acteurs. C'est-à-dire qu'il a fait jouer des gens qui jouent très très, mais qui sont pas des, mais ça joue. Qui sont réels, quoi. Okay. C'est incroyable. Un peu comme Spike Lee aussi. Oui. Ok. Oui. Mais avant Spike Lee. Oui, bien sûr. Ouais. Bien avant. On parlait de Western Spaghetti, justement. Ouais. Ok. Après, après j'ai regardé. Ouais, avant, j'ai regardé des films comme Il était une fois la Révolution. Je sais pas si tu as vu ce film. Oui. Ouais. Voilà, ça par exemple, c'est un film qui m'a marqué. Qu'est-ce qu'il y a la Révolution ne sera jamais télévisée. Ça, c'est sur Chavez, mais ça, c'est pas un film. C'est un docu. C'est un docu. Ok. Après, ouais, voilà, je suis pas vraiment monsieur cinéma. C'est pas mon. D'accord. Série non plus. Sûrement pas alors à ce moment-là. Breaking Bad, j'ai regardé. Ouais, J'ai bien aimé Breaking Bad. Wow, du coup, tu dois absolument regarder Better Call Saul. Comment? La suite. Better Call Saul. Ah si, je l'ai vu celle-là aussi. Ouais. Ces deux-là, je les ai regardés. Oui. Ouais. Ça, j'aime bien. Comment il s'appelle le réalisateur? J'ai oublié son nom. Oh, le réalisateur, je sais pas. En tout cas, c'est super bien fait. C'est super. En tout cas, les scénaristes. Ils tuent, mais même les décorateurs. Les même décorateurs, les plans. Les accessoires, tout. Les plans, le cadrage et tout de Better Call Saul. Très bien fait. C'est un masterpiece. Ça va, donc ça va. Mais voilà. Non, mais franchement, j'ai complètement décroché. À des moments, j'ai des envies de cinéma. Tu vois. Mais après, quand je regarde les affiches, je suis pas très très inspiré. En plus, ce qui passe au pâté, tu vois, le cinéma pâté en France, en général, c'est de la grosse. Dans les grosses salles et tout, c'est de la soupe. Ouais. C'est le box-office, quoi. Grave. Donc moi, j'amène des fois mes enfants. Quand j'amène mes enfants, je vais au bar. Je les laisse regarder. Je te le dis. Il y a autre chose à voir, autre chose à boire aussi. Mais, donc toi, tu es plus sur le cinéma d'auteur, en fait. Ouais. J'aime bien le cinéma d'auteur et puis j'aime bien aussi quand il n'y a pas trop de cinéma. Voilà. Je préfère. Réaliste. J'aime bien quand c'est réel, ouais. Voilà. Donc ça revient à ce que je disais quand je t'ai dit t'aimes bien la science-fiction. Là. Je suis pas trop dans la science-fiction, bien que maintenant, avec ce qu'on vit, avec la dystopie actuelle, je commence à m'intéresser, mais aux livres, plus tu vois, plus les bouquins. Et ça donne envie de lire un peu les romans d'anticipation, parce que moi, c'est un truc auquel je m'intéressais pas du tout. Pour moi, c'était de la science-fiction. Ouais. Et en fait, c'est pas toujours que de la science-fiction. Il y a aussi des choses très visionnaires. Oui. Ouais. Et prophétiques même parfois. Voilà. Et donc là, par exemple, actuellement, j'ai envie de lire des choses comme ça. Mais j'ai lu des trucs comme 1984 ou La ferme des animaux, des choses comme ça avant. La guerre des mondes. La guerre des mondes. Le monde du dehors aussi. De comment il s'appelle? Le nom italien. Bon, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Pardon. J'ai mal parlé avec ma bouche. C'est pas grave. Ça donne envie de lire. Ça. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que j'ai pas ce bagage-là. Bon, je vais faire une auto-promo pour moi-même. La Filmoteca de Casablanca, c'est notre petite association là qu'on a. Et nous, on fait des projections de films d'auteur. Tu vois, pas des films qui n'ont jamais été projetés en cinéma ou rarement. Et demain, il y a Focus de la cinéma japonaise avec le réalisateur Ozu. Ozu D'accord. Il y a un film, Tokyo Story. Moi non plus. C'est un film d'auteur. D'accord. Et entrée gratuite, c'est démocratiser le cinéma au Maroc. Quand tu parles, évite de faire ça parce qu'on entend. Je vais me prendre la direction. Non, t'as le droit de faire de l'autopromo, mais il ne faut pas exagérer. Non, parce que j'ai remarqué que ça se clashait un peu, donc je participe. Mais bien fait. Mais voilà, il y a des projections de films. Elle a besoin de taper un truc, t'as vu, elle fait comme ça maintenant. Si vous voulez voir des films, checkez Filmoteca. Et voilà. De beaux films. Japonais. D'accord. Moi, je viendrai pas. Je connais pas le gars en fait. Voilà, pour découvrir. Parce que moi, tu me dis Tokyo, à la rigueur, Tokyo Vice. Tokyo Vice, la série, elle est excellente. C'est une série que tu devrais regarder. Quelque chose, j'ai vu passer ça. HBO.
Ouais. C'est pas mal. Et pas mal. C'est un petit blanc chez les Yakuza, en fait. Ah, bien. Il se fait couper le doigt ou pas? Oui. Ah. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Donc, tu vas la regarder. Il y a un peu de... Il y a de l'ambiance. Écoute, on va se refaire une dernière petite pause musicale, je pense. Ah, bien. Tu nous mets quoi? Écoute, on va mettre 2 morceaux que toi, t'as choisis. Ah, bien. Ouais, 2 morceaux que toi, comme t'as à la choisis. maison. déjà, je veux absolument passer Kenan parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Kenan. Ah, moi, je kiffe. Et surtout cette époque-là, parce que la musique de la Coupe du Monde, tout le monde l'a entendu. C'est ça. C'est lui qui chantait Waving Flag, si tu te rappelles. Mais c'est un gars qu'on a ramené qui a joué à Souera, qui avait joué à Mawazine aussi. Ah, ça, je sais pas. Mais effectivement, qui a ce côté justement activiste, qui parle de son pays, de la guerre, et qui rappe super bien. Et puis qui fait son propre hip-hop, parce que son son, tu vois, c'est un Somalien, il parle c'est incroyable. Il chante dans sa langue, et il chante en anglais, il mixe. Et d'ailleurs, moi, c'était en écoutant l'album d'avant, je crois, que j'avais vu que le Somalien, il y avait de l'arabe dedans. Ah bah oui. Mais moi, je savais, à l'époque, je savais pas, quoi. Mais parce que tu parlais pas arabe. T'as vu comment elle me clash. C'est vrai. C'est vrai en plus. Allez, on écoute Kenan America et puis après on écoutera Jill Scott-Heron. Ok, man. Let's get it. De retour, le plateau Dial Vibes toujours en direct. Reste quoi? Pourquoi tu rigoles encore une fois? Encore une fois. Reste pas beaucoup. Reste pas beaucoup. Bon. On va finir notre assiette, t'inquiète. On a écouté, déjà je voulais rebondir sur le morceau qu'on a écouté juste avant, que Monsieur Amazira a choisi, Jill Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised. Tu veux en parler rapidement? Ça? Ouais. Il n'y a rien à dire là, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il a tout dit. C'est clair. C'est dans les paroles, c'est dans le texte. C'est pas à la télévision que ça se passe. C'est pas à la télévision que ça se passe. Voilà. On voulait rebondir sur ton côté. Mais il y a un très bon documentaire qui porte le même nom. Ouais, pareil. Exact. Qui est sur la tentative de coup d'État contre Chavez. En fait, c'est une équipe de tournage qui est dans le palais d'Hugo Chavez, qui va pour l'interviewer. Ouais. Et là, t'as la CIA qui essaie de le débarquer. Ils essayent, ils le capturent, ils l'emmènent sur une île et en fait c'est le peuple qui arrive autour du... Et tout ça c'est filmé de l'intérieur. T'as les gars qui arrivent avec la Constitution, ils ont tous la Constitution à la main parce qu'au Venezuela, ils apprennent la Constitution à l'école. Donc connaissent leurs droits et tout. Et ils ont dit aux militaires qui voulaient prendre le pouvoir, quoi. Ils leur ont dit, il est hors de question, on vous reconnaît pas et si vous faites ça, ça va être la guerre avec vous. Et du coup ils l'ont ramené. C'est ça. Ils l'ont sauvé, quoi. Donc c'est le peuple qui a sauvé Chavez. Et voilà, c'est un très beau documentaire, je pense. Et puis c'est aussi très d'actualité comme message parce que aujourd'hui, en réalité, il suffit de sortir pour voir la réalité, mais les gens souvent ils ont la tête dans la télé ou dans le portable et ils sont dans une autre réalité. Donc voilà, reality will not be televised non plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ou alors, ça sera justement la perception des autres que tu auras avec l'écran. En fait. Oui, et puis en fait, les médias et tout ce qui s'adresse au public a une idée derrière la tête, toujours. D'ailleurs, quand tu parles à quelqu'un, tu as toujours une idée derrière la tête, c'est intrinsèque. Si je te dis un mot doux, c'est parce que je veux que tu ressentes la douceur. Si je te dis un truc méchant, c'est parce que je veux que tu ressentes ça. Si je te dis que là c'est dangereux, c'est parce que je veux pas que tu y ailles. Ça veut pas forcément dire que c'est dangereux. C'est ça. C'est la manipulation. La manipulation, elle fait partie de la communication, mais il y a une forme de manipulation qui est juste humaine, normale. C'est tes parents qui vont te faire peur sur un truc pour pas que tu fasses la bêtise ou ça, c'est rien. Mais en fait, de ça, ou plutôt dans ça, se niche le bourrage de crâne médiatique, c'est-à-dire c'est dans ce comportement-là. Et puis même, l'inconnu, l'ignorance, parce que tu ne prends que ce qu'on te donne et tu ne vas pas voir par toi-même, comme tu as dit, avec la réalité. Bien sûr. Il y a ça, et puis il y a le fait que ça soit servi comme ça, tout cuit, ce qui ne nécessite pas finalement d'aller faire de la recherche. Déjà, regarde, c'est beaucoup moins... Ou de se casser la tête. Exactement. Déjà, c'est beaucoup plus...
Tu vois, un écran ou des infos en continu, par exemple, c'est un truc qui te bouffe le cerveau beaucoup plus que si tu lis le journal avec les mêmes infos. Hein. C'est les mêmes, mais si tu lis le journal, ça te bourre pas le crâne pareil. Tu vois. Et en plus, tu filtres. Tu as le temps, tu relis si tu as besoin, etc. Et finalement, je trouve que c'est ça qui manque finalement dans cette époque-là. C'est vraiment la lecture. Parce que les lois qui nous régissent sont écrites. Déjà. C'est-à-dire que le pouvoir de l'écriture et de l'écrit, il est toujours prédominant. En fait, on est régi par des choses qui sont écrites. Quand tu achètes les contrats, tout ça, bien sûr. C'est-à-dire tout est écrit en fait. Et donc quand tu ne lis pas, et donc si tu ne lis pas, et que tu prends que ce qu'on te donne, encore une fois. Voilà. Donc en fait, tu es obligé d'écouter. En fait, si tu ne lis pas, forcément, tu écoutes ce que d'autres disent de tel ou tel sujet. Alors que si tu lis, tu écoutes ce que disent les gens, mais tu lis aussi. Tu fais ton mise-en. Et là, le problème, c'est qu'à aucun moment on fait le mise-en, puisqu'on ne lit presque plus. C'est ça, exactement. Donc, on est obligé d'écouter. Moi, le premier, ça fait 15 ans que j'ai pas lu. Non, peut-être pas 15 ans, mais... Non, peut-être pas 15 ans. Mais tu m'as fait rappeler un son de Kerry James. Ah ouais? Je m'écris. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Mais ça, c'est bien, tu vois, par exemple, je trouve que dans le hip-hop, le phénomène de l'écriture, il est salvateur. Parce que ça a beau être des fois un peu des trucs de vagues, tu vois, ça peut être des modes, voilà. Un peu bling-bling, comme on dit, que ça sert à rien. Mais il y a quand même du fond. Exactement. Il y a de l'écrit, en tout cas. Et le fait qu'il y ait de l'écrit, déjà, c'est un premier point. Parce qu'en général, quand on écrit, on aime lire. Et quand on aime lire, on va à la pêche aux infos. Et peut-être qu'après, on répercute cette information, filtrée, subjective, tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est pas des infos. C'est pas des machines de propagande au service d'une politique ou au service d'un projet, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'on a fait exactement avec le morceau de Kendrick. C'était facts. T'as le morceau qui est sorti. Et après, on devait fact-checker tout ce que Kendrick avait écrit. Genre vis-à-vis de Drake, tu vois. Oui, bien sûr. C'était de la recherche. Si c'est de la diffamation. Si c'est de la diffamation, si c'est vrai, si ça s'est passé. Sinon, tu vois, c'est des trucs que nous, on savait même pas que c'était vrai. Mais c'était Kendrick, c'est son texte à lui. Ça a permis de chercher. Ça, elle parle d'un bif. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait Tupac contre B.I.G. Oui. Là, actuellement, il y a Kendrick Lamar, dont on a parlé tout à l'heure, contre Drake. Ils sont en clash entre eux. En clash méchant. Et Drake, là, on n'entend plus parler de lui depuis quelques semaines. Parce que, en tout cas, visiblement, Kendrick a bien gagné. Il a même explosé les records que Drake avait. Ah, mais c'est quoi? Ils se font la guerre comment là? Par musique interposée. C'est la musique. Oui, c'est pas dans la rue. Non. Non, c'est pas Tupac Biggie d'or. Oui, parce que... Non, ça serait pas... Vraiment, ce serait pas cool d'en arriver là. Exactement. Mais disons que ça ravive un peu, si tu veux, le côté hip-hop qu'il y avait à l'époque que toi tu aimes, c'est-à-dire Tupac, Fugees et tout ça. Eh ben, les gens ont l'impression que ça revient à cette époque-là parce que maintenant ça commence par facts, par les textes, par tu vois, c'est vraiment c'est du lourd. C'est bien. C'est bien, mais dans un sens, ils sont allés loin. Ils vont chercher les femmes, les enfants et tout ça dans les textes. Parce qu'ils se pourrissent entre eux. Ils se pourrissent entre eux. Donc ça dépend dans quelle limite. Mais en tout cas, disons que le hip-hop, je dirais, après il y a beaucoup de gens qui vont me détester pour ce que je vais dire, mais disons que le hip-hop conscient, vrai, de la rue, a explosé le hip-hop mainstream, bling-bling. C'est vrai. Le hip-hop bling-bling, il vient de la rue à la base. Donc c'est jamais qu'une étape finalement. Je pense que ça va encore muter, ça va encore changer. Comme d'habitude. Toujours, ça va sûrement revenir à de l'acoustique. Tu vois, regarde par exemple Tiff, ce qu'il fait, c'est très moderne en même temps. Il y a quand même un retour au son normal, quoi. Tu vois, pas spécialement le son. Non, mais tout à fait. Il y avait une grosse mode de l'autotune, comme tu sais. Voilà. Là, ça a tendance à plus revenir au code d'avant. Exactement. T'as des rappeurs qui montent sur scène avec des live bands. Ouais, c'est ça. Oui, ça c'est bien. D'ailleurs, j'avais vu moi un groupe, je sais pas si
tourne encore, c'est The Roots. Oui, bien sûr. Je les ai vus à Grenoble. C'est la référence. Ouais. C'est une tuerie Ouais. sur scène. Bien sûr. C'est une tuerie et tout. Hein. C'est la référence absolue en live. Beatbox, la batterie, le batteur, c'est un malade mental. Le rappeur. Ouais, le rappeur, même tout le monde. De toute façon, Questlove, le batteur dont tu parles, il est sur tout, c'est ce qu'on disait avec Sultan, il est sur tous les albums tu sais, de Erykah Badu, D'Angelo, tout cela, c'est lui le batteur. D'accord. Donc, ça m'étonne pas. Voilà. Alors, un mot de la fin. Un mot de la fin. Ouais. Parce que si quelque chose qu'on n'a pas dit, que tu veux partager avec les fans. Venez le 1er juin, ça c'est fait. Oui, venez le 1er juin, n'oubliez pas qu'il y a un concert. Ouais. Il va y avoir sûrement un concert aussi à Agadir le 5 août. Normalement, c'est en train de se signer, c'est pratiquement confirmé. Ça sera top ça. Et puis, nous, on est très contents d'être à Casablanca. On n'est pas encore tous là, mais en tout cas, nous, on est là aussi pour travailler. C'est pas la première fois d'ailleurs que je travaille au Maroc. Quand je dis travailler, je parle de création et de maquettage. Donc, je suis venu là avec Pierrot, avec notre guitariste. Ouais. Et on travaille sur les titres du prochain album. Donc voilà, ça fait plaisir qu'il y ait le parfum du Maroc sur cet album. Exactement. Tu vois, le précédent, je l'avais écrit pour une bonne partie à Damas. Oui. J'étais en Syrie. Okay. Voilà, c'est tombé comme ça en fait. Okay. J'étais allé voir ma grand-mère en plus qui est décédée entre-temps, donc finalement j'ai bien fait d'aller. Bien sûr. J'avais passé 1 mois et demi à Damas à travailler là-dessus. Là, c'est un peu moins long, mais je pense que je vais revenir encore faire une autre étape de travail avant d'enregistrer l'album, sûrement ici au Maroc. Et l'album, les gens peuvent l'espérer pour... Écoute, moi ce que j'espère, c'est qu'il y aura au moins 1 ou 2 singles qui sortent avant, mais normalement ça sort en mars 2025. Très bien. Voilà, c'est ça qui est prévu. Il y a une sortie officielle d'Ama. Zama. Avec les drapeaux et tout. Avec les clips. Avec Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Écoute, j'espère qu'on pourra t'accueillir pour justement peut-être présenter ce projet. Bah oui, avec à l'occasion. C'est pas facile de t'attraper une taille à glitch. Regarde, là, je suis resté il est là. 2 heures. C'est vrai. Il est là. Pas de problème, c'est vrai. Mais bon, je dis juste, je croise les doigts pour la prochaine et voilà. Il n'y a pas de problème. On va se quitter avec un petit son. Écoute, je sais pas rapidement parce qu'après il y a encore l'émission. Il y a Total Mix. Voilà. J'attendais que tu le dises, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux qu'on écoute, Arrested ou la Public Enemy? Public Enemy. Alors on écoute Public Enemy, Fight the Power. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour ce beau partage. Merci à vous pour l'invitation. Ce beau petit moment. On a bien rigolé finalement. Oui. Exactement, finalement. Vous faites un beau métier. Toi aussi. Tu te débrouilles bien au micro. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte sur Public Enemy bien sûr et Total Mix juste après. Bye Hicham. Rentre chez toi. Bye. Ciao.